Déjà, il y a un truc de confiance. Il y a un truc de t'enregistres quelqu'un, et ben tu le fais bien. Parce que tu mets le micro très près de sa bouche, parce que c'est important, sa respiration est importante, tout s'entend, et donc tu as envie de recueillir un maximum de choses. Parce qu'une personne, elle t'a parlé 2 heures, et que c'est pas rien pour quelqu'un de parler 2 heures, d'être enregistré, d'être entendu par plein de gens après. Et ensuite, il y a toute la partie en stéréo, donc avec le deuxième micro, où là, c'est cette même voix, mais qui vit. Et qui jardine, qui cuisine, je sais pas, qui fait plein de choses. Et c'est aussi la voix dans le collectif, parce que avec ce micro, tu vas enregistrer plusieurs personnes qui se parlent. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Nouvel épisode, nouvelle découverte dans la galaxie des médias, et on refait aujourd'hui une incartade dans le monde du podcast. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Chloé Assous-Plugnan, assistante de production chez Arte Radio. Bonjour Chloé. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Et quand je dis je reçois, c'est plutôt toi, en l'occurrence, qui me reçoit dans vos studios d'Arte Radio aujourd'hui, avec votre matériel. Donc c'est un upgrade pour Mediarama aujourd'hui en termes d'enregistrement, et ça compte, on va en parler justement aujourd'hui. Alors pourquoi Arte Radio ? Parce que c'est tout simplement le pionnier des podcasts en France, et je trouvais intéressant de venir découvrir toutes les spécificités de votre studio de production. Donc on va aujourd'hui un peu parler on a dit de qualité de podcast, d'audience, d'auteur, plein de sujets intéressants pour tout savoir d'Arte Radio. Alors d'abord, toi, pour qu'on se situe, tu es arrivé en 2009 chez oui. Arte Radio, c'est ça ? Et Arte Radio qui a été créé en 2002 par Jérôme Clément, qui était président d'Arte, Sylvain Gire et Christophe Roux. C'est ça. C'est ça, ouais. pour l'histoire. Et pour un peu dimensionner un peu la carte d'identité, j'aime bien présenter comme ça les médias. Vous êtes 8 salariés permanents. Oui. Dont 3 à mi-temps, et un budget annuel de 400 000 €. Oui. J'en parle parce que ça a aussi une dimension importante de Arte Radio. Vous vivez sur un budget annuel, donc pas plus, pas moins, etc. On parlera un peu de monétisation, évidemment, ou plutôt l'absence de monétisation, qui est une des spécificités. Et que je disais un peu en introduction, c'est la plus vieille instance de podcast aujourd'hui en France, Arte Radio, à ta connaissance ? Oui, je pense, la plus vieille institution française de podcast natif à ma connaissance. Effectivement, en 2002, quand Arte Radio est créé, je sais pas, tu te souviens d'Internet en 2002, mais c'est pas le truc le plus évident. Non, au début de Google, Facebook, c'était vraiment au tout début, donc je sais même pas si le terme podcast devait exister. Je crois qu'il n'existe même pas en 2002. Je crois qu'il arrive un petit peu plus tard, peut-être. Avec l'arrivée de l'iPod, etc. Ouais. Et donc bien avant que les podcasts soient à la mode. Ouais, bien avant. Du coup, c'est un projet un peu fou quand même de décider d'être que sur Internet. Ça a été décidé par Sylvain et Christophe, et je crois que l'envie de départ de Christophe, c'était de réécouter ce qu'il avait entendu. Et je crois que ça guide encore aujourd'hui ce qu'on fait. Ouais. C'était génial sur Internet, parce qu'on pouvait télécharger un petit fichier MP3 et du coup réécouter le reportage ou le documentaire qu'on avait. Donc hyper précurseur, parce que je veux dire, en fait, encore une fois, personne ne le faisait, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas d'application d'écoute de podcast. C'était vraiment une vision de se dire, je peux réécouter à la demande tout ce qu'on a produit en audio. Ouais, utiliser le téléchargement, parce qu'en fait, le podcast, au départ, c'est un système d'abonnement, en fait. C'est mettre ce qu'on publie sur un flux et que les auditeurs puissent s'abonner à ce flux pour les recevoir dès que c'est publié. Dès que c'est publié. Donc c'est plus un système technique
qu'un format à la base. Un format à la base, exactement. Exactement. Donc ça, ils avaient bien anticipé, et c'est ce qui vous guide. Aujourd'hui, évidemment, ça a évolué. Alors, les podcasts sont à la mode. Je vais pas refaire un laïus dessus. Je pense que tu es bien au courant et tout le monde est bien au courant. On a fait j'ai fait pas mal d'épisodes dessus parce que c'est vraiment le format à la mode. Ce qui doit d'ailleurs à la fois vous intéresser, enfin, ça tire vos audiences. Il y avait un article du Monde qui disait que vos audiences sont doublées en 2020. Donc vous en bénéficiez, et à la fois est-ce que y a un côté un peu ironique de vous dire que vous en faites depuis si longtemps avant que ce soit la mode, et on a l'impression maintenant que les gens redécouvrent, ou que le podcast est arrivé en fait il y a 3-4 ans en France, comme s'il y avait rien avant. Certains se revendiquent, tu sais, comme les pionniers du podcast parce qu'ils ont lancé il y a 3, 4, 5 ans. Ça te fait, toi, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Bah, c'est un peu drôle parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de la magie du silence, de pouvoir abolir les formats, que tout d'un coup c'est absolument génial parce que on se permet de jouer avec tout ça. Donc c'est marrant parce que c'est vrai que depuis longtemps sur Arte Radio, depuis le début en fait, on entend. Enfin, il n'y a pas de format sur Arte Radio depuis le début. Il y a des sons qui respirent, il y a des paroles féministes, des gens de tout âge, de plein de milieux sociaux. Il y a beaucoup de femmes qui s'expriment. Enfin, on entend déjà beaucoup ça sur Arte Radio. Après, oui, c'est drôle. En fait, je crois que quand Arte Radio est né, il y avait le sujet par rapport aux radios classiques de dire oui, mais c'est pas de la radio. Donc surtout la confusion aussi du nom, je sais pas, tu vois, Arte Radio. Oui. Alors que vous faites pas de radio quelque part, ça aurait dû être Arte Podcast ou Arte. Alors, comme ça n'existait pas, c'est ça. Donc là, ça aurait été MP3, c'était pas hyper sexy. Ouais, ça aurait été doublement précurseur, tu vois, d'inventer le nom avant même que l'iPod. Ouais. Et puis il y a quand même un ADN très radio. Sylvain, il avait travaillé à France Culture. Enfin, et quand même, ce plaisir d'écouter la radio quand même, et donc est-ce que à l'époque c'est pas de la radio, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du podcast? Est-ce que ce sont des créations sonores? Est-ce que c'est de l'écoute? En fait, c'est de l'écoute. Est-ce que c'est de l'audio? Je crois que c'est un petit peu tout ça à la fois. Et ce qui est marrant, c'est que par contre aujourd'hui, ceux qui disaient qu'on n'était pas de la radio et que, comme c'était sur Internet, c'était pas de la radio, maintenant, ils ont tous un site Internet. Ouais. Et ils font tous du podcast. Exactement. Et maintenant, on leur dit ouais, mais tu fais pas du podcast, toi, tu fais du replay. Donc, c'est assez drôle, en fait, que ça revienne comme ça, que ces sujets reviennent. Et comme tu l'as dit, c'est jamais qu'un format technique, en fait, et après, c'est juste un format qui te permet de t'exprimer, de faire ce que tu veux, etc., quoi. Ouais, et de pas avoir la contrainte de la durée. Oui. Ça, c'est un peu, effectivement, le dénominateur commun. Vous faites un peu ce que vous voulez. Avant de parler de politique d'auteur, aujourd'hui, donc 2021, sur quels canaux de diffusion vous privilégiez? Vous avez évidemment votre plateforme. Est-ce que tu as vu donc tous les grands mouvements de Spotify qui investit massivement dessus, Radio France qui a signé des accords avec Spotify? Est-ce que vous êtes aussi, vous, dans cette politique de distribution large, en essayant d'être dans le plus de points de contact possible? Ouais, on avance au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. Donc, notre point de départ, c'est toujours notre site internet et notre appli. Ouais. Et ensuite, en fait, avant, les auditeurs, ils arrivaient à 60% en accès direct. Ça veut dire qu'ils tapaient arteradio.com. Arte Radio sur internet. Ouais. Où ils l'avaient dans leurs favoris. Enfin, en tout cas, ils savaient très bien où ils allaient. Et ça a complètement changé. Donc, nous, notre métier, il a complètement changé. Avant, quand on mettait en ligne, enfin, en tout cas, quand je suis arrivée en 2009-2010, on mettait en ligne et c'était la fin de l'histoire. En fait, on était contents, on avait mis ça en ligne et puis c'était le bout du chemin. Ouais, comme un journaliste qui publie son article, une fois qu'il est publié, le job était terminé. C'est ça. Mais et ça puis a bien changé. Après, t'avais des gros fans qui écoutaient et ils étaient contents, ils écoutaient tout et ils nous écrivaient et voilà. Et donc maintenant, c'est la moitié du travail. Enfin, je sais pas à quel niveau ça se place, mais en tout cas, maintenant, Stella, elle s'occupe de la distribution à Arte Radio. C'est son travail. Elle est arrivée il y a 3 ans et donc on a une stratégie numérique. On réfléchit beaucoup à tout ça. Ça nous pose beaucoup de questions. Et donc, même si on entretient beaucoup notre site et notre appli et ses usages,
on est maintenant beaucoup sur YouTube. Ouais. C'est un tiers de nos audiences. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des vidéos. C'est ce que j'allais te demander. Vous devez habiller vos podcasts. Ouais. Alors pas par des productions originales, par des images genre diaporama qui passent. C'est pas des vidéos, c'est des vidéos, des vraies productions. Donc c'est pas de la radio filmée, sauf pour des séances d'écoute. Oui. Mais sinon c'est une illustration qu'on commande, qu'on soigne, et ensuite une forme d'onde et du sous-titrage. Et puis c'est parti. On a fait aussi des sous-titrages un petit peu plus perfectionnés au rythme de la parole des braqueurs, par exemple, qu'on avait interviewé. Et donc, c'était hyper beau. En fait, c'est comme un karaoké plus. Ouais. Tu peux lire chaque mot que la personne prononce. Au bon moment, être un petit peu doublé. Ouais. Et c'est hyper beau, en fait, de lire. Au début, c'était plutôt une contrainte pour nous de devoir faire des vidéos, fabriquer des vidéos. Parce que c'est pas notre métier. Puis c'est pas votre métier, effectivement. Donc, il faut une nouvelle compétence. Puis un petit choix artistique, comme tu l'as dit. C'est pas une stock photo que vous prenez non plus. Et mais du coup, on a tranché avec les illustrations et ça nous va bien. Et vous avez une DA dessus, une direction artistique, et c'est toujours... Et les sous-titres, c'était pareil, choix artistique, ou c'était pour de l'accessibilité ou... Ouais, c'est de l'accessibilité. Déjà, pour le plaisir de lire en même temps que t'écoutes, parce que... Oui, sinon, regarder une image, effectivement, qui défile, c'est... Après... Ou qui défile pas, d'ailleurs, en l'occurrence. Ouais. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui mettent ça sur leur ordi et qui s'en vont. Ouais. Comme on écoute de la musique sur YouTube. Oui, bien sûr, toutes les radios lo-fi, tous ces trucs-là où tu restes pas forcément devant ton écran, quoi. Et par contre, il y a des gens qui lisent vraiment et qui, du coup, comprennent très bien ce qui est raconté. Ouais. Ça aide, en fait, ça souligne peut-être à force du propos aussi. Ouais. Effectivement, les sous-titres, cette vertu-là aussi. Ouais. Et puis, ça rajeunit notre public parce qu'il y a des gens qui écoutent... J'ai entendu des gens dans le métro parler de Cracopolis, je crois. Ouais. Et donc, évidemment, j'ai tendu l'oreille et j'ai compris qu'il l'avait découvert sur YouTube. Et je suis pas sûre qu'il connaissait le site d'Arte Radio. Non, on pourra en parler un peu de ce que vous faites justement comme promotion autour de ça. Mais effectivement, là, vous bénéficiez des algorithmes de recommandation de YouTube. Donc ça, c'est vrai que... Et puis effectivement, je pense que c'est un public un peu plus jeune que spontanément aller sur Arte Radio, quoi. Ouais. C'est un public hyper attentif. Donc en fait, on est hyper content de faire ça parce que il y a des commentaires incroyables où les gens se recommandent des choses, où ils parlent de sujets qui n'ont rien à voir, qui ont été postés par Arte Radio. Donc c'est finalement très agréable pour nous. Après, il y a Apple. Ouais. Apple Podcast, les agrégateurs. Donc, après, toutes les chaînes un peu classiques, toutes les chaînes classiques de diffusion, mais qui ne nécessitent pas une production spécifique, quoi. C'est juste vous distribuer le plus largement possible. Pour être visible, on y reviendra tout à l'heure. Alors, une des évidemment spécificités d'Arte Radio, c'est sa politique d'auteur. Hein. C'est pas du talk, c'est pas ce qu'on fait sur Mediarama là en ce moment. Vous êtes vraiment sur du podcast narratif, tu l'as dit, hein, avec des positions, de société féministe, des gens qu'on voit moins, etc. Tout type de discussion. Vous avez révélé des voix chez Arte Radio, donc j'en ai noté quelques-uns. C'est absolument pas une liste exhaustive. Élodie Font, Charlotte Bien-Aimée, Mehdi Aoudig. Tout ça, c'est des gens qui ont émergé grâce à Arte Radio, qui sont encore chez vous, qui sont partis entre-temps. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur votre politique d'auteur qui a été récompensée, hein. Vous avez reçu une 50aine de récompenses depuis la création, donc c'est un vrai succès en termes de contenu, de production et d'auteur. Et ça, c'est vraiment, là, au-delà de la technique dont on parlait et dont on reparlera, c'est vraiment ça, Arte Radio, c'est des auteurs. Ouais, c'est vraiment des auteurs. Je sais pas, il y en a plein. Ouais, tu peux en citer quelques-uns. On n'est pas limité par le temps, c'est un podcast, okay. Chloé. Alors je vais citer plein mal de personnes. Jeanne Robet, Delphine Saltel, Nina Almberg, Jérémy Nureni Banafunzi, Thomas Baumgartner, Félix Blum, Sabine Zovigian, Laure Chatrefou, David Comeyas, Élise Costa, Laetitia Druard, Richard Guettet, Claire Fégreux, Mathilde Guermont-Pré, Fabienne Lemonnier, Ilham Mad, Mary Royer, Claire Richard, Olivier Minot, Sophie Simoneau,
Victoire Tuaillon, Marine Vlahovic, il y en a encore plein. Et mais... des noms qui résonnent pour certains, effectivement. Alors, je t'en ai cité plein, alors ceux que t'as pas cités, je sais pas, bon, ils seront pas contents. Mais... Non, ils seront pas contents. Mais on fera une session de rattrapage s'il le faut. Et comment vous choisissez un peu les projets? On en parlait tout à l'heure, hein, mais il y a cette page sur le site d'Arte Radio, comment se faire refuser un projet, donc signé de Sylvain Gire, où tu sens vous êtes beaucoup sollicité. En même temps, je disais en introduction que vous avez un budget de 400 000 qui est à la fois beaucoup et à la fois pas grand-chose quand tu dois produire des séries. Comment vous choisissez les auteurs, les projets parmi tout ce que vous recevez, ou est-ce que peut-être que vous avez des idées? Comment ça fonctionne un peu cette sélection chez Arte Radio? Alors, déjà les auteurs ils sont importants parce que et c'est important de parler de les citer parce que en fait s'ils arrêtent leur projet, le projet se fait pas. Donc, c'est-à-dire s'ils arrêtent le projet c'est-à-dire que si Richard Guettet il décide d'arrêter oui, c'est tellement incarné, Makers, tu veux dire oui. que s'il l'arrête, la série s'arrête. La série s'arrête. C'est pas un concept non. d'Arte Radio qui peut être incarné par d'autres gens. En fait, Richard Guettet, c'est lui qui fait Bookmaker. Charlotte Bien-Aimée, c'est elle qui fait un podcast à soi. Delphine Saltel, elle fait Vivons heureux avant la fin du monde, mais si elle décide de l'arrêter, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, mais on fait autre chose. Et c'est fondamental pour notre rapport aux auteurs et pour la confiance qu'il y a entre nous, entre l'équipe d'Arte Radio et eux. Et donc c'est systématiquement des auteurs qui viennent vous voir avec un concept? Ouais, je dis, vous avez jamais, par exemple, eu une idée en interne en disant tiens, ce serait bien de faire un podcast, une série là-dessus, et peut-être quelqu'un de l'équipe où on trouve une voix ou un journaliste qui pourrait le faire. C'est vraiment des projets des gens viennent vous voir en disant je sens que mon projet est fait pour Arte Radio et vous le prenez ou pas. Bah par exemple dans le cas de Vivons heureux à la fin du monde, c'est un peu une commande qu'on a passée à Delphine. Parce que avec Sylvain, on avait envie de parler d'écologie, de crise sociale, crise sanitaire, de parentalité, de rapports humains aujourd'hui en 2021. Enfin, c'était en 2020. Et donc, c'était un peu une commande, mais par contre, Delphine, elle fait des projets sur Arte Radio depuis oui, elle fait presque 2004, partie de l'équipe. Et, voilà. Et après, elle creuse. Vous avez une idée, elle creuse le concept, puis elle arrive avec le concept un peu mieux posé. Voilà, donc on s'est dit, en pensant à ce qu'on voulait faire, on a pensé à Delphine, et puis après, on en parle avec elle, et le projet, il prend naissance avec elle, en fait. Charlotte Bien-Aimée, c'est elle qui est venue nous voir, mais en fait, 90% des projets d'Arte Radio... ils sont pas fabriqués avant qu'on les choisisse. Donc, à la base, ce que reçoit Sylvain, c'est un texte. Et souvent, ça tient en 3-4 lignes. Ouais, c'est un pitch. Ouais, c'est un pitch. J'ai envie de faire ça. Quelqu'un vient le voir en disant, voilà mon idée. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà mon idée, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est de là que ça part. Et après, c'est enregistré. Après, on y réfléchit ensemble, comment on va le faire, qui tu veux enregistrer. Mais au départ, si quelqu'un arrive avec ses rushs, pour nous, c'est plus un problème. D'accord, parce que c'est pas votre patte, c'est pas votre manière de faire. Ouais, c'est pas enregistré avec notre matériel. Donc, on s'est pas expliqué avec l'auteur sur la manière dont il allait procéder. C'est pas passé entre les mains de nos réalisateurs. On est vraiment dans la fabrication et on veut que ce soit fabriqué avec l'auteur, et puis on veut parler du projet avant qu'il parte en tournage. En fait, Ouais. Alors, c'est oui et non, en fait. Enfin, tu me dis, tu vois, c'est des auteurs qui viennent avec leur projet, donc ils ont aussi une vision. Tu pourrais tomber sur un super projet où quelqu'un a fait déjà ses rushs. Et puis mais c'est arrivé. C'est arrivé. Mais en tout cas, c'est pas le typique. Vous aimez justement être très en amont. 3-4 lignes, on creuse le sujet et derrière vous apportez justement votre savoir-faire technique. Ouais. C'est peut-être le moment d'en parler. Justement, tu parlais on parle du son. Quelle place ça a justement le son dès la genèse d'un projet ou d'une idée? Vous allez penser au son, qualité de son. Est-ce qu'il y en a différents ou est-ce qu'il y a une signature un peu chez Arte Radio? En fait, ça se passe déjà quand Sylvain reçoit le projet, c'est-à-dire que lui, il adhère à une écriture et à un dispositif sonore. C'est-à-dire que si tu lui dis j'ai envie d'enregistrer ma grand-mère, elle est géniale,
Bah déjà, il la connaît pas. Donc, toi, tu la trouves géniale, mais c'est peut-être parce que juste c'est ta grand-mère. Je pense qu'il y a un biais là-dessus. Et puis, pourquoi tu veux l'enregistrer Par contre, si elle travaille, si elle a une ferme et qu'il y a des poules autour d'elle et que tous les matins elle se lève à 6h et que là, elle a rendez-vous avec quelqu'un qui veut racheter sa ferme, ben là, c'est tout de suite, ça change tout, quoi. Ouais, ça change tout. Parce que tu vas aller voir ta grand-mère, mais tu vas enregistrer la personne qui veut racheter sa ferme, tu vas enregistrer ses poules, et donc ta grand-mère n'est pas juste une fermière. Non, il y a toute une histoire, un contexte, et ça devient donc c'est la protagoniste situation. Dans une histoire un peu plus grande. Ouais, donc c'est la situation qui est intéressante parce que ta grand-mère, quand elle va parler avec le mec qui veut racheter son exploitation, elle pense à sa ferme, mais elle pense pas au micro, donc ça dit pas du tout la même chose. Tu vois, il y a un son de justement Delphine Saltel qui m'avait marqué, que j'avais écouté avant de travailler à Arte Radio, qui s'appelle Rimbaud. Et c'est un petit garçon qui est au collège et qui doit réciter sa poésie. Et donc, il est sur l'estrade et Delphine est sa prof. Et il doit réciter Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Il est pétrifié, il a mal appris sa leçon. Et c'est vrai que t'es avec lui, en fait, parce que... T'as envie qu'il réussisse. T'as envie qu'il réussisse. Et moi, je me souviens aussi quand j'ai appris Le Dormeur du Val, justement, avec ma grand-mère. Et, c'est un petit ballon. Voilà. Et t'as envie de lui souffler, du coup, la suite de la poésie. En fait, ça dit tellement de choses sur ce moment... Où tu passes à l'estrade, tu vas sur l'estrade pour réciter ta leçon. Retour en enfance, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une scène, c'est cinématographique. Ouais. Parce que ça te marque, parce que t'es avec son stress. Et en même temps, ce qui est beau aussi, je trouve, c'est que tu sais pas comment est cet ado. Donc, comme quand tu lis un livre, exactement, t'imagines comment il est, mais t'as pas d'a priori. Est-ce qu'il est mal fringué? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? On s'en fout. Il y a juste sa voix et ses tremblements et sa peur de pas y arriver, quoi. D'avoir une mauvaise note. T'es totalement embarqué. Donc le son, hyper important, évidemment chez vous. Donc là, en l'occurrence, comme je le disais, on enregistre sur votre matériel. Vous êtes un peu moqué du mien de matériel parce que nous, effectivement, on est dans quelque chose de différent. Et alors, je veux bien qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Parce qu'il y a toujours un peu cette... Alors, c'est pas une guéguerre ou quoi que ce soit, mais c'est des positionnements. Tu vois, nous, par exemple, chez Causa Vostra, les podcasts, on les enregistre sur un matériel qui est correct, mais bon, on n'est pas, tu vois, sur du haut de gamme, parce qu'on considère que c'est plus du talk, etc. Est-ce que vous, c'est aussi une manière de vous différencier par rapport à d'autres studios de production? Est-ce que c'est peut-être aussi le fait que Sylvain vienne de la radio? Mais je sens que c'est un peu quelque chose que vous revendiquez très fort. Est-ce que tu t'embarquerais pas les gens de la même façon, avec un autre son? Non, tu vois, dans le cas du petit garçon sur son estrade, c'est vrai que si Delphine avait raconté, ou si lui, il avait raconté comment il avait récité sa poésie, il aurait totalement enjolivé les choses, il aurait pas du tout... on n'aurait pas été dans l'instant. Ouais. C'est une manière de faire. C'est une envie... très radio. Très radiophonique, très documentaire. Et ça commence dès le tournage. Quand on confie du matériel aux auteurs, on leur demande de passer 50% de leur temps à enregistrer des ambiances. D'accord. Donc vous les formez un peu, quelque part Déjà, on leur confie 2 micros. Ouais. Un micro mono qui permet d'enregistrer la voix d'une personne toute seule dans une pièce totalement silencieuse. Et donc, quand on enregistre une voix seule de quelqu'un et qu'on lui pose des questions sur sa vie, elle a du recul, elle dit pas du tout la même chose que quand elle est dans une situation. Donc déjà, il y a cette voix qui sert de fil au podcast, puisque du coup, cette voix, comme elle est enregistrée dans un silence, on peut la couper. Asynchrone après, en studio. Voilà, et donc cette voix seule, on peut la couper, tu fais ce que tu veux avec une voix que tu as enregistrée comme ça, dans du silence. Et la personne vraiment dit pas la même chose parce que elle a peut-être jamais réfléchi à la situation sur laquelle tu l'interroges.
Ta grand-mère, par exemple, qui est occupée, je reprends l'exemple de la ferme, elle se pose pas la question tous les matins de pourquoi elle fait ça, depuis combien de temps. Alors que si tu la poses dans une pièce en lui posant les questions, elle va effectivement... Surtout si c'était sa petite fille, elle s'adresse à toi, donc il se passe quelque chose pendant cet enregistrement. Quand tu convoques une personne et que tu l'assois et que tu l'enregistres super bien, déjà, il y a un truc de confiance. Il y a un truc de... T'enregistres quelqu'un, et ben tu le fais bien. Parce que tu mets le micro très près de sa bouche, parce que c'est important, sa respiration est importante, donc tout s'entend, et donc tu as envie de recueillir un maximum de choses. Parce qu'une personne, elle t'a parlé 2 heures, et que c'est pas rien pour quelqu'un de parler 2 heures, d'être enregistré, d'être entendu par plein de gens après. Et ensuite, il y a toute la partie en stéréo, donc avec le deuxième micro, où là, c'est cette même voix, mais qui vit. Et qui jardine, qui cuisine, je sais pas, qui fait plein de choses. Et c'est aussi la voix dans le collectif, parce que avec ce micro, tu vas enregistrer plusieurs personnes qui se parlent. Oui, d'accord, des dialogues, etc. D'où l'importance du stéréo. Je suis très novice sur le coup. Ouais. Et surtout, là, c'est important pour nous que les auteurs ils soient avec leur micro déjà en train de tourner seuls, parce qu'ils sont déjà en train d'écrire en fait ce qu'ils veulent raconter, parce qu'ils choisissent de pointer leur micro sur quelqu'un, ou de mettre cette personne au premier plan, ou pas, ou d'enregistrer 2 personnes. Si tu mets ton micro serré au milieu de 2 personnes, il y a un parfait équilibre entre les deux. Ils sont au même niveau, et donc l'auditeur, il va entendre il est dans la discussion. À gauche et à droite, voilà. Ouais. La même chose sur le même plan. Alors que si tu enregistres un petit peu plus un qui parle et l'autre qui réagit sur le côté, derrière, ça dit pas du tout la même chose. Donc vous leur apprenez à positionner les micros, etc. À s'approcher, à bouger ou pas aussi, parce que si tu restes fixe avec ton micro et qu'une personne s'éloigne, ça peut être très beau, mais ça dit pas du tout la même chose qu'une personne qui est tout le temps près de toi. D'accord, donc tu peux le faire à dessein ou pas, en fonction de ce que tu veux raconter. Tu as des choix à faire, et ça, c'est le dispositif sonore, et c'est dès le point de départ. Après, il y a les questions que tu poses, il y a le rapport à la personne que tu interroges. Donc ça, c'est plein de questions à se poser pour la personne qui part enregistrer. Et c'est beaucoup de préoccupations, parce qu'elle doit à la fois poser des questions, regarder son niveau d'entrée pour voir si elle enregistre correctement, si elle n'est pas en train de saturer. Elle est concentrée sur les réponses. Enfin, elle pense déjà à son montage. Donc c'est un sacré boulot, en fait, de faire ça. C'est vrai. Et donc, parce que les gens qui viennent vous voir, alors à part ceux qui sont réguliers, mais ils sont pas forcément formés pour ça. Donc vous avez vraiment un accompagnement pendant toute la durée du projet, mais vous n'allez pas enregistrer avec eux. Ils sont vraiment très autonomes, ils prennent leur enregistreur et c'est à la fois, oui, c'est vrai. T'as la découverte quand ils reviennent un peu de ce qu'ils ont enregistré. Non, c'est vrai que c'est à la fois très accompagné, parce qu'on prépare beaucoup les choses, on fait un peu des listes de courses avec eux sur ce qu'ils vont aller récolter. Un tel, tu vas lui poser ça comme question, il faut absolument que cette personne se présente, il faut qu'on sache où on est très vite. Donc il y a des exigences comme ça, des choses à faire à tout prix. Et puis après, il y a ce qui se passe dans le réel, mais le fait d'avoir suffisamment préparé les choses fait qu'il y a moins de surprises, en tout cas de mauvaises surprises en tout cas, d'accidents. C'est ça. Après, il y a le personnage en lui-même. Il y a des gens, il y a les questions, mais il y a aussi comment la personne parle. Si elle te sort un discours tout préparé, c'est pas très intéressant, ça s'entend. Donc il y a toute cette préparation, et c'est vrai qu'après par contre les auteurs ils sont un peu seuls. Ça fait partie un peu de l'aventure. Ils sont avec leur micro, là, tout leur matériel professionnel qu'on leur a donné. Voilà, allez champion, vas-y, et puis. Et puis après ils reviennent et ils montent tout seuls. Tout seuls. Donc alors pour une question de moyens, ou est-ce que non, ça fait partie encore une fois de ce process créatif chez vous, de se dire tu fais tout un peu tout seul, enfin non pas tout seul, mais le montage, oui, c'est éditorial, quelque part. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont un poste ici à Arte avec le logiciel. De la même manière qu'on les a formés sur le matériel, on les forme au logiciel, on leur explique comment il fonctionne. Et après, ils montent tout seuls, parce que... Alors, c'est un montage, on appelle ça un ours, mais c'est un pré-montage. C'est-à-dire qu'ils coupent... Un ours. Ouais, un ours. Je connaissais l'ours dans la presse, mais... donc c'est un pré-montage. C'est un pré-montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les ambiances, il n'y a pas peut-être... Il y a les ambiances, éventuellement. Déjà, il y a le dérush. Oui.
faut qu'il réécoute toutes les heures et les heures d'enregistrement. Donc on les a déjà incités à pas trop enregistrer. Ouais. Mais c'est un énorme boulot et ça, pareil, hein, ça se prépare aussi au tournage, c'est-à-dire de dire ce que tu enregistres avant de l'enregistrer, ça t'aide. Ouais, enfin, y a des petites techniques. T'as déjà eu des accidents où des gens arrivent avec 10-12 heures d'enregistrement Ouais. Ça doit être un peu compliqué. Ouais. On considère même plus ça comme un accident. C'est un peu... Non, mais après, il y a des projets, c'est des séries, c'est normal. Oui. Mais c'est énormément de travail à partir de là. C'est un travail de fourmi derrière. De réécouter, pas forcément tout, il y a différentes techniques. Et après, de raconter son histoire. Et là, l'auteur, on lui laisse cette liberté-là parce que... Même sur la durée ? Il pourrait faire des épisodes de 2-3 heures s'il le voulait. Non. Non. Parce que vous connaissez... On se met d'accord quand même sur une sorte de format. C'est pas toujours... C'est pour border un peu les choses, mais c'est pas toujours ce qui se passe à la fin. Et puis, si ça fait 12 minutes, ça fait 12 minutes. Si ça fait... Non, l'essentiel, c'est que l'auditeur... La préoccupation de Sylvain et des réalisateurs, c'est Arnaud et Samuel et Charlie, c'est que l'auditeur écoute. Et qu'il réécoute plusieurs fois. Dans le cadre d'une série ? Non. Le même épisode ? Ouais. Enfin, si l'auditeur écoute plusieurs fois, c'est génial. Alors, pardon, juste pour bien comprendre, qu'il réécoute le même épisode plusieurs fois ? Pourquoi ? Après, c'est pas... Enfin, c'est l'idéal, mais... Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ça prouve que c'est bien et qu'il a envie de redécouvrir des choses, etc. Et même sur la qualité du montage, des bruits ambiants, etc. Une sorte de magie dans le travail artisanal que font les réalisateurs. De travailler cette écoute, c'est comme une partition de musique. Il y a un plaisir à écouter. Moi, j'ai écouté plusieurs fois des sons... des podcasts, parce que je me disais mais comment elle a fait pour enregistrer ça, c'est hyper beau ce qu'elle dit à ce moment-là, j'ai envie de le réentendre, et souvent quand je réécoute j'entends d'autres choses parce qu'il y a un tel niveau de travail, il y a plusieurs types d'écoute possibles. Ouais, il se passe des choses, il y a des choses que j'avais pas entendues la première fois. D'accord. Donc, comme un bon roman ou un bon film qu'on revoit avec plaisir, même si on connaît l'intrigue et la fin. Ouais, exactement. Tu cornes des pages, tu prends des notes et puis tu réécoutes des phrases parce que cette phrase, elle te parle et donc tu reviens dessus et tu te dis c'est génial. Enfin... Et j'imagine que ceux qui écoutent plusieurs fois vous en parlent parce qu'évidemment, là, d'un coup, je reviens sur la techno, mais tu as très peu de stats d'écoute précises, etc. Donc, vous, c'est plus par une relation que vous avez avec les auditeurs qui vous écrivent, qui vous parlent, ou il y a club d'écoute. Ouais, c'est mignon, le club d'écoute. Ouais, ça on pourrait. Oui, on fait attention à nos audiences. Hein. Enfin, on n'est pas du tout... détendu là-dessus. si, ça va. Mais... Parlons-en justement un peu des audiences. Donc, comme je le disais, vous n'avez pas d'exigence d'audience. Mais en fait, mais vous avez forcément des objectifs. Alors, j'imagine, est-ce que tu peux nous en dire comment alors c'est très pragmatique. Comment se négocie votre budget ? Est-ce que plus vous avez d'audience, plus vous avez de budget ? À l'inverse, si vous avez des choses qui sont en dessous d'une certaine limite, on vous le baisse. Tu peux nous expliquer un peu comment vous fonctionnez ? Le budget... Alors, pas tant le montant du budget qui n'est pas si intéressant que ça au final, mais savoir quels sont vos objectifs quand tu vas démarrer une nouvelle série, un nouveau podcast. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif qui te permet quelque part de dire que c'est du bon boulot ou pas et qui permet après non pas de renégocier, mais d'être sûr d'avoir votre budget chaque année. Qu'est-ce que vous devez faire comme audience ? On a des objectifs d'audience en nombre d'écoutes. Ouais. Donc, global. Tu dois faire. Et donc là, on est à combien de millions d'écoutes ? Là, on est à 1,5 million d'écoutes. D'accord. Donc ça a doublé en 2020, donc évidemment on était super contents et on a plus qu'atteint nos objectifs qui étaient de 1 million. Ouais. Et après, en fait la question des audiences elle est très compliquée. Justement, c'est souvent des discussions infinies entre podcasteurs parce que c'est compliqué de compter les écoutes. Oui. Et c'est un peu un enfer.
Et donc, parce qu'on est sur SoundCloud, sur YouTube, chaque plateforme compte différemment. Je sais pas, sur Facebook, c'est compté à 10 secondes. Nous, on compte pas à 10 secondes nos écoutes parce que c'est beaucoup trop court. Donc, oui, ça, c'est pas une... donc il faut bien les compter. C'est facile d'afficher vite des millions si tu les comptes très rapidement. Et oui, mais la personne qui est partie tout de suite, qu'est-ce que t'en fais? C'est une moyenne. Enfin, et donc, pour ça, il y a plusieurs choses, je pense, à regarder. C'est l'évolution dont tu parles, c'est-à-dire... Oui, s'il y a une croissance globale, quelle que soit la méthode de calcul, si ce chiffre global augmente, bon, ça veut dire quelque part... Bon, ça veut dire quelque chose, oui. Et c'est rassurant. Ouais. Et on est attentif aussi par émission à l'écoute parce qu'on va se dire... ah ouais, mais là, est-ce que le fait que l'émission durait 40 minutes et tout d'un coup, il y a un épisode d'1 heure et quart, est-ce que ça a une incidence sur les écoutes? Est-ce que c'est grave de faire un épisode d'1 heure et demie alors que d'habitude c'est 40 minutes? Bah, du coup, on regarde les écoutes parce que ça nous donne une idée de l'attention des auditeurs. Ouais. Et donc, ça se mesure avec le taux de complétion, qui est la moyenne du temps d'écoute par épisode. Et il est globalement, je crois, de 30%. Par contre, sur des épisodes d'un podcast à soi, ça peut être 80. 80, ouais. Et là, c'est hyper réjouissant pour tout le monde de se dire que c'est très bien écouté. Et ça, c'est Après, c'est un public un peu captif aussi. Ouais, mais réussir à rendre ce public captif, c'était... c'est un challenge. Tu vois, c'était... Ouais. Et après, il y a le temps d'écoute global. Ouais. C'est 16 minutes, par exemple, sur Arte Radio. Donc ça, c'est une donnée qui progresse, donc c'est super bien. Et puis après, oui, comme tu disais, il y a les retours. Il y a les gens qui écrivent à Élodie Font depuis qu'elle a fait Coming In sur comment elle s'est avouée son homosexualité. Et depuis, je crois que c'était en 2017. Et elle reçoit encore des messages aujourd'hui pour lui parler de ça. Et ça se compte en centaines de messages, mais des messages pas j'ai adoré votre podcast. Non, des témoignages. Des témoignages, des histoires de parents qui lui disent ça m'a aidé à comprendre mon enfant, ou des ados qui lui disent merci, j'ai compris ce qui m'arrivait. Enfin, et donc ça c'est incroyable. Au-delà de tout volume d'audience ou de monétisation, c'est aussi des beaux signes de réussite quelque part. C'est la conversation, on appelle ça la conversation. Exactement. Mais c'est vrai que vous avez donc, je reprends un peu de hauteur, mais donc pas d'objectif. Enfin, vous avez des objectifs d'audience, mais vous n'êtes pas non plus, j'imagine, sanctionné si vous les atteignez pas exactement. Donc vous avez quand même encore cette liberté de pouvoir choisir un peu les projets que vous voulez. Est-ce qu'il y a des projets, vous savez, marcheront pas tant que ça, mais vous les faites quand même, tu sais, un peu en mode service public. Alors Arte, c'est pas vraiment du service public, mais en vous disant, bah ça c'est un sujet important, on veut le faire, ça va être beau, ça peut être un bel objet, mais on sait que ça cartonnera pas en audience, et en fait c'est pas grave, on le fait. Oui, non, mais c'est vrai, c'est la mission de service public, complètement, Arte. Oui, on fait par exemple, on a un podcast qui s'appelle Fermer les yeux, et là-dessus il y a plein de cartes postales sonores. On appelle les cartes postales sonores. Ça ressemble un peu à de l'ASMR. Ouais. Mais à l'époque, ça s'appelait pas de l'ASMR. Mais, et donc, c'est des sons du monde, des cartes postales sans parole, des bruits du monde. Par exemple, Félix Bloom, qui enregistre des... Los Gritos de Mexico, ça s'appelle, mais c'est des gens qui crient au Mexique. Des sons des rues du Mexique. Il a fait une série qui s'appelle Amazonia, dans la nature. Et donc, c'est pas quand on poste ça, on se dit pas que ça va faire un carton plein, mais c'est notre mission de service public et c'est notre plaisir d'écouter ça. Et donc, je pense que le fait qu'on fasse ça éduque l'oreille. Enfin, c'est une sorte de, pour nous, c'est le soin des oreilles, tu vois. Ah, vous parlez de ça, des soins des oreilles, ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est comment on éduque les gens à écouter, à trouver la richesse dans le son, des choses un peu inhabituelles. Mais j'ai l'impression que ça ouvre l'oreille d'écouter ce genre de choses. Au-delà de on doit le faire, c'est la mission de service public, c'est pas du tout qu'on se dit... Non, parce que là, en l'occurrence, oui, c'est juste des choses différentes qu'on n'aurait pas l'habitude. C'est des choses différentes et c'est surtout que je pense qu'un studio privé va pas forcément poster ça parce qu'il va se dire attends, qui va écouter des sons dans la jungle, mais c'est un luxe de poster ça. C'est un luxe.
de se dire, ouais, mais si, nous, on va aller au Mali enregistrer une vache et c'est tellement beau que ça fait partie de la radio et de ce qu'on a envie de faire. La vache au Mali. Ouais. Super bébé. Par exemple. Il y a des vaches partout sur Arte Radio. Qui ont des accents. Ouais. Et donc, ouais, donc les objectifs, on en a parlé. Nombre de prix, bon, ça c'est plus, ça vous fait plaisir, mais vous n'avez pas évidemment d'objectifs là-dessus. Totalement plaisir. 50, une cinquantaine de prix internationaux. C'est quand même assez fou ça. Enfin, je veux dire, vous êtes les plus gros, ceux qui ont les plus récompensés des studios de podcast. En même temps, ça fait 20 ans que vous êtes là. Pilotage des audiences, donc il n'y a pas vraiment de pilotage des audiences. Vous regardez, on a dit, mais c'est absolument pas ça qui drive vos choix éditoriaux, etc. Ça nous guide. Ça vous guide. On les surveille, on est attentif, c'est important pour nous et ouais, c'est important. Ouais. Quand tu postes un podcast, là c'est vraiment sur la vie sur Arte Radio, est-ce qu'il peut y avoir des ponts à imaginer qu'Arte, parce que donc là vous êtes dans les mêmes locaux, mais c'est vraiment Arte Radio, il y a Arte, est-ce que vous parler avec eux? Est-ce qu'il y a des projets communs, des choses à imaginer sur la vie d'un podcast avec des séries, des programmes courts? Tu vois qu'aujourd'hui, tu as par exemple du brut sur Netflix. Est-ce qu'on peut imaginer des ponts? Est-ce que vous réfléchissez à des projets un peu transverses comme ça? Oui, Arte Radio fait partie du service web d'Arte. D'accord. Donc on est dans le service web d'Arte. Dans cet organigramme. Oui, tout à fait. Donc on se parle beaucoup. On a des auteurs en commun. Ouais. Des autrices, par exemple, je pense à Renée Grezard ou Judith Duportail. Donc, on réfléchit ensemble à des projets, on se parle de podcasts, on se parle de séries, tout ça. Mais il y a eu New York Minute, il y a quelques années, qui était une web prod et qui a été enregistrée par Samuel Hirsch et Arnaud Forest, les réalisateurs d'Arte Radio, à New York. Donc ça arrive qu'on fasse des projets ensemble, mais... Il n'y a pas encore eu un projet qui mêle de la vidéo, du podcast, une espèce de voyage, en tout cas, pas encore. C'est une idée, si jamais tu t'ennuies un peu. Non, c'est ça. Non, on y pense souvent et ça nous ferait... Je pense qu'il y a des trucs pas mal à faire là-dessus, puisque vous faites déjà, en plus tu dis, sur du YouTube. Deux sujets encore sur la promotion. Là, on parle un peu de promotion de podcast. Vous avez cette plateforme Audioblogs, alors qui est une espèce d'écosystème où tu peux écouter tes podcasts et donc publier toi-même tes podcasts. C'est quoi l'ambition derrière? Parce que tu vois, il y a pas mal de plateformes qui se sont lancées autour de ça. Audioblog existe déjà depuis un moment. Pourquoi un podcasteur irait sur Audioblog? Parce que ça existe depuis 2006, je crois. D'accord. Donc encore une fois, un peu précurseur. Je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de plateformes. Oui, ça partait plus du blog, mais audio. Un blog audio. Tu n'as même pas à écrire. Tu réfléchis, tu penses un truc, tu le dis, tu le postes. Voilà. Et là, plus du talk pour le coup que vraiment des productions très travaillées, où ça a évolué un peu avec le temps? Non, il y avait quand même beaucoup d'audio naturalistes qui enregistraient dans la nature et qui le postaient. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers scolaires. Donc c'est cette vocation-là, en fait, de l'enregistrement amateur, qui peut éventuellement se professionnaliser, mais par la suite. Mais en tout cas, c'est un lieu d'expression par les micros. Et donc c'est l'idée, c'est de mettre à disposition une plateforme gratuite sur laquelle les gens peuvent créer leur espace et poster leur son. Et ça marche, c'est actif? Vous avez des ambitions là-dessus? Oui, c'est Thomas Guillaume-Bataille, qui est un auteur d'Arte Radio, qui gère ses audioblogs. L'idée... Qu'est-ce que ça vous amène, vous? Par rapport à SoundCloud, par exemple, l'idée, c'est de créer une communauté. D'accord. De la faire vivre, surtout parce qu'elle existe depuis longtemps. Avant, il y avait un forum qui s'appelait les bidouilleurs sonores, sur lesquels les gens... sur lesquels les gens échangeaient des tips sur quel micro j'achète. T'as acheté cet enregistreur, c'est pas mal, mais je peux pas brancher mon MD21. Enfin, des trucs techniques un peu geek de son.
Et donc, on essaye de faire perdurer ça. Là, c'est plus sur le groupe Facebook et par les interviews. Thomas Guillaume-Bataille, il fait beaucoup d'interviews d'auteurs assez longs qui racontent des choses sur leur parcours. Il y a Christophe Rowe, par exemple, qui parle beaucoup de la naissance d'Arte Radio et de sa manière de travailler, ses inspirations. Et donc, ça, c'est un guide pour les gens qui publient. L'idée, c'est de leur raconter un peu comment, a priori, on fait un atelier scolaire, de les aider et qu'ensuite ils puissent le faire à leur manière. Donc c'est un peu pédagogique. Avec leurs moyens. Totalement pédagogique. Totalement pédagogique. Et ça vous permet peut-être de repérer des auteurs, des nouvelles voix? Est-ce qu'il y a des belles histoires de gens qui étaient sur Audioblog, qui ont peut-être publié sur Arte Radio? Ouais, on n'est pas trop en repérage, parce qu'encore une fois, c'est quand même beaucoup les auteurs qui viennent vers nous. Ouais. Mais je pense que ça les aide à se faire un peu la main, enregistrer des choses. Et on organise un concours chaque année pour ça aussi. J'ai vu qu'il est lancé, là, le concours, justement. Il est lancé, et donc on a à peu près 200 participations. Et donc, l'idée, c'est d'enregistrer son été et de nous l'envoyer. Et ensuite, là, le gagnant, il passe en réalisation à Arte Radio et il est publié sur le site Arte Radio. Oui, donc c'est quand même une manière de faire. Il doit y avoir des belles pépites quand même dans ces... Ouais, c'est super beau. Non, mais c'est super beau. Il va y avoir de tout, en fait. Ça doit être des choses rigolotes, des belles choses. Ouais, c'est super beau. Et qui sont quand même toutes publiées sur Audioblog. Pour le coup, il y a zéro sélection éditoriale, curation, censure. Alors, au-delà des choses de haine, homophobie, etc. Exactement. Mais sinon, les gens font ce qu'ils veulent. Oui. D'accord. Oui. Font ce qu'ils veulent. C'est bien, un espace de liberté comme ça, tu peux enregistrer ce que tu veux. Ouais, et puis surtout, l'idée, c'est qu'ils se parlent, c'est vraiment une communauté. Qu'ils se donnent des conseils. Ouais. C'est une communauté, ouais. Et sur le côté communauté, le dernier point que j'avais vu un peu sur la promotion, c'est donc, je parlais de club d'écoute, mais faites-vous des goûters d'écoute? C'est quelque chose que vous faites encore aujourd'hui? Tu peux raconter un peu comment ça se passe? Parce que autant on peut imaginer venir écouter quelque chose live, tu vois, un enregistrement à la radio, il y a des émissions qui se font encore un peu en live avec du public. Vous, non, c'est quoi? Vous arrivez, vous appuyez sur play, les gens écoutent? Oui, alors ça souvent, se passe où ici? Ça se passe à la Maison de la Poésie, tous les premiers dimanches du mois. Avant, c'était au Point éphémère. Je crois que c'est aussi 2006, d'après ce que j'ai retrouvé. Je crois que c'était une idée de Jeanne Robet. Et donc, comme on est sur Internet et que c'est assez solitaire, l'écoute, parce que, en général, c'est au casque, dans le métro. C'est une expérience très solitaire, effectivement, l'écoute d'un podcast. C'est très intime, et ça, c'est génial d'écouter des podcasts comme ça, tout seul, avec un personnage qui te parle. Mais c'est quand même très agréable d'écouter ensemble et de raconter un peu comment c'est fabriqué, de rencontrer les auteurs. Et donc, c'est assez simple comme idée, mais on est dans une salle de théâtre et on écoute 3 ou 4 créations d'Arte Radio qui vont sortir ou qui sont déjà sorties ensemble. Et pour nous, c'est assez génial parce que si on va bientôt publier un son, le fait de l'écouter en public, ça révèle énormément de choses sur l'écoute. En fait, t'as une sorte de pression, mais même si c'est une personne, en fait. Mais là, t'as 200 personnes et t'entends tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Par rapport aux réactions, alors que tout le monde est en silence, mais tu sens un peu... ça se sent dans la pièce que c'est trop long. Ou que là on comprend pas bien, ou qu'il y a des émotions, que c'est drôle. Des fois les gens rient à des endroits où je pensais pas qu'il y aurait des rires. Je pensais pas du tout que c'était drôle. Et donc c'est palpable parce que t'es à côté de quelqu'un qui réagit, que c'est la première fois qu'il écoute, alors que toi tu l'as déjà. Ouais, tu l'écoutes plus tellement tu l'as entendu pendant le montage. T'es au courant du tournage, c'est ça. T'as suivi toutes les étapes, donc t'as plus le même recul. Et du coup, c'est un moment agréable et d'être ensemble pour écouter, d'avoir toutes ces paires d'oreilles dans une salle, c'est un moment super agréable. Tu y assistes à tous, toi, dès que tu peux? Non, pas tous, mais beaucoup. C'est Sylvain qui les anime et en général, les auteurs sont là pour parler de leur projet. C'est un bon moment. Ça doit être super. Et c'est toujours les mêmes personnes qui viennent, là, par curiosité, la typologie du public, c'est des fans de la première heure qui adhèrent à tout ce que fait Arte Radio, une curiosité sur un sujet.
Alors, il y a des fidèles qu'on voit à chaque goûter. On a l'impression que les gens sont de plus en plus jeunes, mais on se dit que c'est parce qu'on vieillit. C'est pas seulement... J'y pensais. C'est pas seulement... Mais quand même, j'ai l'impression que... justement, on parlait de YouTube. J'ai l'impression qu'on a un public depuis cette hyper-distribution... Oui, vous êtes beaucoup plus facilement accessible. Les jeunes écoutent. Les jeunes, je me fais toujours marrer de dire ça. Ouais, les jeunes nous écoutent. Non, mais nous écoutent aussi, du podcast, tu vois, et puis sur des sujets un peu de société. J'ai l'impression qu'il y a un peu une conscience aussi chez les jeunes de plein de sujets, que ce soit l'inclusion, etc. Donc, il y a aussi les sujets. Vous représentez ça aussi. Non, mais il y a quand même beaucoup de générations différentes. Il y a beaucoup de femmes. Mais parce qu'aussi, il y a 70% d'autrices sur Arte Radio, donc ça influence forcément les choses. Il y a beaucoup de trentenaires qui parlent de sexualité, d'intimité, de faire une famille ou pas, de faire des enfants ou pas, de problématiques de cet âge-là. Donc forcément, le public est content de venir écouter ça. Exactement. Mais je trouvais ça bien comme initiative parce que je trouve sur le podcast c'est hyper important d'animer une communauté et refaire des événements physiques. Ça me faisait penser un peu, tu sais, à des fois ces sessions d'écoute de vinyle que tu pouvais avoir, etc. Et ça remet ça avec le podcast. Je trouvais ça vraiment très très cool. Dernier un peu sujet plus sur l'évolution de l'univers des podcasts. Je sais pas toi, donc là ça fait donc 11 ans. 11 ans, exactement, que tu es là-dessus. Comment est-ce que tu vois un peu le champ radio, podcast évoluer? Alors, c'est une question un peu large. Est-ce que tu vois une évolution un peu de ces formats? C'est difficile de voir comme ça. Est-ce que Arte Radio, vous allez vers d'autres types de formats? Est-ce que vous en parlez en disant, est-ce que vous allez faire ça encore pendant 10 ans, tant que les sujets des auteurs sont différents? Est-ce que tu vois une évolution un peu de format, de longueur? On a déjà beaucoup changé notre façon de faire. L'émergence du podcast nous a quand même beaucoup bousculé. Avant, il n'y avait par exemple pas de musique sur Arte Radio. C'était une règle. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait que de la parole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musique originale puisque Arnaud et Samuel sont compositeurs. Donc c'est eux qui fabriquent les musiques sur chaque épisode. C'est une énorme partie du travail. Mais il y avait très peu de voix de journalistes. Ouais. Il y avait beaucoup de premières personnes, mais en général de personnes qui s'exprimaient, à qui on avait tendu le micro, ou de femmes autrices qui parlaient d'eux-mêmes et qui enregistraient leurs voyages ou leurs enfants et tout ça. Donc, mais il y avait très peu de récits écrits. Ouais, de storytelling, pensé, dit, d'autofiction, fabriqué de cette manière. C'est-à-dire que là, du coup, on enregistre, et puis ensuite, il y a un texte qui est raconté, très oralisé, dans le studio. Donc, c'est pas la même démarche. Et on a maintenant des émissions. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait des petits objets qui étaient publiés. Et donc, maintenant, il y a un podcast à soi tous les premiers mercredis du mois. Il y a Fenêtre sur cours tous les 15 jours, des pêches chaque mercredi. Il y a des rendez-vous et il n'y avait pas ça avant. Et on s'est rendu compte que c'était une demande des auditeurs parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter des podcasts aujourd'hui, qu'il y a un rendez-vous et qu'ils sachent à peu près quand est-ce qu'on allait être là. C'est important la création de rendez-vous comme ça. Donc ça a transformé. Il y a notre manière de fabriquer, très artisanale comme ça, elle est toujours présente. Notre envie de mettre des sons d'ambiance, elle est toujours très présente. Et elle est au cœur de notre métier, les auteurs et tout ça, bien sûr. Mais la façon de distribuer, le rythme de production, il a complètement changé. Ouais, c'était obligé un peu de rattraper. Le public est devenu plus exigeant parce qu'il y a plus d'offres aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la suite Je sais pas. Il y a aussi l'arrivée des podcasts payants. Donc, exactement. On sera toujours. Vous serez toujours gratuit, vous.
On n'a pas de publicité, on se préoccupe pas de la monétisation, on en parlait au début. Donc ce sera toujours les bons sujets, les auteurs, la qualité du son. Mais je sais pas, qu'est-ce que le podcast payant va bousculer dans notre pratique, je sais pas. Non, après c'est toujours l'économie un peu de l'attention. Est-ce que les gens s'abonnent? Je pense que ça c'est plus une évolution un peu effectivement de business, je sais, mais après sur les formats, les gens écouteront toujours du podcast, donc je pense que vous avez toujours cette place. Je vois beaucoup de fiction. Ouais, il y a de plus en plus de fiction. Je pense que ça c'est quelque chose qui va peut-être marquer les prochaines années. Après, tu sais, ces fictions qui permettent aussi de tester des concepts, et puis si ça marche, de les reprendre derrière en série sur Netflix. Il y a quand même c'est pour ça, tu vois, je parlais un peu aussi de distribution avec Arte. Je pense qu'il y a des choses à faire que vous allez un peu shifter. Et après, peut-être que, et là, j'en sais rien, et c'est pas parce que je suis obsédé par l'argent et les budgets, mais plus d'écoute. J'imagine que vous produisez plus d'écoute. Est-ce que vous avez peut-être plus de budget? Peut-être vous êtes peut-être plus sous les spotlights, parce que avec cette hype qu'il y a autour du podcast, forcément, vous étiez dans un côté, tu le disais, un peu bidouilleur dans un coin, et là, d'un coup, j'ai l'impression que vous êtes plus visible, plein de récompenses, tout le monde veut écouter du podcast, donc je pense que ça continue un peu à se développer. Ouais, j'espère. Notre budget, il évolue tout le temps. Hein. Ouais. Il évolue vraiment. Donc oui, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, donc ce sera l'occasion de faire un petit bilan. Exactement. Mais oui, la fiction, on adore faire des fictions, mais la fiction, c'est cher. À produire, à écrire. C'est compliqué à écrire, c'est compliqué à dire. Ouais. C'est compliqué pour que ça fasse pas sitcom. Les dialogues, c'est très compliqué à écrire. Donc, mais en même temps, c'est très savoureux d'écouter une fiction. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'autofiction. Il faut lancer un concours sur Audioblog, justement, sur les fictions. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus pour repérer des c'est un exercice très difficile. Il faut avoir des bons comédiens, des bons textes et tout. Donc payer, etc. Donc on le fait, nous, mais trop rarement encore. Eh ben écoute, on suivra ça, et puis peut-être un update sur les 20 ans, on pourra se revoir et faire un petit catch-up. En attendant, merci Chloé pour ce temps accordé, puis de un peu découvrir les coulisses d'Arte Radio. Je pense que c'était intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'était. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça aide à progresser. Et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@cosavostra.com. À bientôt!